poser la question de manière très insidieuse pour dire, oui, vous, à la limite, êtes dans une démarche à idolâtrer l'homme. Non, on n'idolâtre pas Félix Houphouët-Boigny. On est plutôt très raisonnable quant à pouvoir rendre à celui-ci, et ce avec justice, la qualité de sa gouvernance. Il pourrait aussi nous dire, écoutez, s'il était aussi génial, pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas évité le pire? Je leur dirais, s'il vous plaît, soyons raisonnables, ce n'était qu'un mortel, mais un mortel qui était épris d'un amour pour son pays, un fort amour, mais aussi d'une vision. Oufouët a prévenu, dans une démarche prospective, et ce, dès 1979, une époque de bouleversement du monde. Je dis bien bouleversement, puisque le Moyen-Orient, avec la montée en puissance de l'islamisme, au niveau de l'Iran, avec la chute des matières premières, avec même au niveau du bouleversement, au niveau des démocraties, des grandes démocraties, comme en Angleterre, comme aux États-Unis d'Amérique, même la France, puisque Mitterrand va arriver au pouvoir, après l'échec de Giscard d'Estaing. Vous comprenez? Donc, les petits États à peine émergents, comme la Côte d'Ivoire, seront confrontés à une épreuve politique et économique forte. Et comment y arriver? Houphouët prévient déjà de manière publique dans un discours, fameux discours, que la Côte d'Ivoire passera et traversera un désert. Il image cela en faisant la comparaison avec la marche dans le désert du peuple d'Israël, le peuple hébreu. Ils quittent l'Égypte, ils sont heureux, mais on leur promet Canaan, mais Canaan est loin. Pas si loin que ça, mais ils vont passer par le désert 40 ans pour quelques kilomètres avant de trouver Canaan. Il prévient pourquoi? Il prévient tout simplement parce qu'il sait exactement avec qui il travaille. Il sait que ceux qui sont à côté de lui ne s'intéressent pas forcément à lui, à sa philosophie, mais s'intéressent aux privilèges auprès d'Houphouët-Boigny. Et il sait que c'est l'attitude de ceux qui vont se réclamer, ses héritiers, qui vont faire courir à la Côte d'Ivoire ce péril-là et la durée dans ce désert. Mais il dit quand même que c'est avec courage, avec lucidité et dans le dialogue que nous pourrons atteindre Canaan. Il dit aussi par la suite, et ce à Mitterrand avec Mobutu Sese Seko, que c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des difficultés à pouvoir tenir nos finances publiques, tout simplement parce que ce qui fait notre force, c'est-à-dire les matières premières agricoles, ont chuté et que vos institutions nous traitent avec mépris. Mais dans 40 ans, dans 30, dans 40 ans, vous aurez en face de nous, non pas nous, parce que nous serons déjà partis, mais ceux en qui nous avons investi, et ceux pour qui nous investissons, c'est-à-dire nos enfants, qui auront suffisamment de connaissances, d'amour propre pour eux-mêmes et pour leur pays, de sorte à ce que, par ce qu'ils sont, et par ce qu'ils produiront, ils vont vous inspirer le respect que vous aurez dû nous devoir, afin qu'il y ait un partenariat d'égal à égal entre le Nord occidental riche et l'Afrique en progression et en émergence. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que cette prophétie est en train de s'accomplir. D'un point de vue de la science politique, c'est une prospective politique poussée d'un homme éclairé, ayant une connaissance parfaite du monde dans lequel il a évolué, autant dans son présent que dans le futur, et qui a légué à la Côte d'Ivoire une masse impressionnante de choses précieuses qui constituent notre héritage que malheureusement, ceux qui se vantent ou se taguent d'être ses héritiers n'ont pas su mettre en valeur, au point où piétiner, mépriser Houphouët-Boigny en fin de vie, son héritage dilapidé. Ces personnes-là, aujourd'hui, se réclamant Houphouëtistes, ne lui rendent pas justice. Ne lui rendent vraiment pas justice. Et en ne rendant pas justice à Houphouët-Boigny, ils ne rendent pas service au peuple de Côte d'Ivoire, pour peu que nous avons eu à perdre, en ne serait-ce que quelques années, le travail de 30 ans de gouvernance. Effectivement, ça peine de voir que l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny est mis en mal. Aujourd'hui, il y a une constance. C'est que tout le monde se réclame héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Mais il faut que nous soyons dignes de cette qualité d'héritier. Et donc, aujourd'hui, d'aucuns se font appeler houphouëtistes. C'est bien, ce n'est une démarche politique. Mais nous, jeunes, aujourd'hui, qui ne regardons pas l'action politique de l'homme, c'est vrai, ils peuvent avoir commis des impairs politiquement. Nous ne rentrons pas là-dedans. Comme tout être humain. Comme tout être humain. Et d'ailleurs, Jésus-Christ s'est fâché une fois dans le temple. Voilà. Et d'ailleurs, il a détruit les étalages des gens. Ce qui était génial avec lui, c'est que Houphouët, il faisait des erreurs, mais il savait réparer ses erreurs. Voilà.
il savait réparer ses erreurs. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce qui fait son génie. Mais nous ne sommes pas dans cette démarche politique. Nous, c'est l'homme culturel. Oufoué, c'est un génie pour qui nous avons beaucoup d'admiration. C'est pourquoi nous faisons appeler des oufouéphiles. Nous sommes amoureux de l'homme. L'homme tel qu'il a été. L'homme grand, l'homme bon, l'homme généreux, l'homme de tolérance. Voilà, ce sont ces valeurs-là que nous sommes appropriés pour dire qu'effectivement, il faut faire quelque chose pour que le monsieur continue de vivre dans le cœur de tout le monde. Mais ça serait bien aussi de peut-être reprendre toutes ces pensées et de les divulguer. Oui. Ah oui, il faut des enseignements. Je crois même qu'il faut pouvoir institutionnaliser la pensée citoyenne et républicaine de Félix Houphouët-Boigny en consignant cet ouvrage-là et le mettant au programme scolaire. Ouais. C'est très important. Même disséminé dans les manuels de lecture, on pourrait les avoir comme pensée du jour. Ça serait utile pour le peuple de Côte d'Ivoire parce que au travers des pensées de Houphouët-Boigny, ce sont des valeurs universelles que celui-ci nous lègue. Et c'est important qu'aujourd'hui, les Ivoiriens puissent avoir un référent. Aujourd'hui, vous écoutez des Ivoiriens intellectuellement pointus, mais qui ont pour référent Mandela. C'est bien, c'est un Africain. Qui ont pour référent Martin Luther King, qui ont pour référent Thomas Sankara, c'est bien. Mais à côté de chez nous-mêmes, là, nous-mêmes, notre père, là, lui, il n'est pas un référent, et pourtant, il a produit. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui ne l'apprécient pas. D'autres vont plus loin pour dire qu'il a été un traître. Ouais. Alors, moi, je me dis une chose. Attends, comment peut-on aimer les fruits d'un arbre et détester l'arbre lui-même? Parce que la Côte d'Ivoire telle qu'elle est, là, pour l'essentiel, c'est Houphouët. On jouit d'Abidjan. C'est beau, c'est bien. C'est Houphouët. Les routes, là, les autres sont en train de pouvoir colmater et tout ça, mais en réalité, c'est Houphouët. Vous comprenez? L'idéal, la pensée de l'Ivoirien, la culture, c'est Houphouët. Vous comprenez? Les plus beaux souvenirs, quand je me regarde sur les réseaux sociaux, il y a un groupe qui a été créé avant. Mais avant, là, c'est la période de Houphouët. Mais alors, attendez. Si on est fier d'être Ivoirien, que les autres envient notre qualité, notre position d'Ivoirien, c'est la gouvernance d'Houphouët. Non, mais de grâce, ayons un peu de considération pour ce qu'il y a chez nous à la maison. Houphouët n'a trahi personne. Houphouët a travaillé pour que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens soient une terre d'espérance pour tous les autres frères d'Afrique. Et de ceux mêmes qui sont au-delà de l'Afrique. Des gens se sont fait de par leur notoriété en passant par la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire, elle s'est ouverte au monde. Et la Côte d'Ivoire, en s'ouvrant au monde, a gagné du monde tout ce multiculturalisme qui fait la spécificité de notre culture. En Côte d'Ivoire, les communautés sont nombreuses. Elles sont d'origines diverses. L'une des communautés les plus importantes qui a boosté l'économie, c'est la communauté libanaise, qui, lorsque la guerre éclata, a pu trouver asile en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la communauté libanaise est l'une des principales communautés qui investit. On peut lui reprocher ceci ou cela. Beaucoup de choses, mais on ne pourra pas quand même lui brûler les usines qui ont été construites. Parce que la Côte d'Ivoire, par volonté politique d'Houphouët-Boigny, a ouvert les portes, a ouvert les vannes pour que ça puisse servir à la Côte d'Ivoire aujourd'hui et pour demain. Alors, il ne faudrait pas que les Ivoiriens se comportent en enfants gâtés non plus. C'est ce qu'on fait justement. Il ne faut pas se comporter en enfants gâtés parce que Houphouët n'a pas traversé ce que les Ivoiriens se comportent en enfants gâtés. Il a traversé ce que les Ivoiriens aient pour valeur l'effort, le mérite. Il a donné les conditions afin que nous puissions y aller. C'est à nous de pouvoir réagir comme il faut. À propos de la culture, du civisme et de la citoyenneté, on se rappelle bien qu'à l'école, on saluait le drapeau national. On avait une révérence pour celui-ci, le drapeau national. Le respect de l'autorité. Le respect. Aujourd'hui, on insulte un ministre, comment on fait? Ah oui, on insulte le président de la République. Parce qu'on insulte son père, comme on veut. Ah oui. Mais parce qu'au travers d'Houphouët, on voyait un père, on avait un respect, on travaillait sur le respect des anciens, le respect de la hiérarchie. On respecte, on pouvait dire ce que l'on pense, mais on avait du respect. Les propos, on parlait de démocratie apaisée. Je vais terminer avec ceci. Certains pourraient dire, mais oui, c'était le parti-État, le parti unique, et donc du coup, la liberté d'expression était... Je dis, c'est faux. Certes, on avait un parti-État,
qui faisait que l'opposition institutionnelle n'existait pas, mais cependant, la pensée politique dialectique, elle existait. La preuve, demandez à Léonard Groguet, lorsqu'il avait des émissions satiriques qui touchaient aux problèmes profonds de la société, à relents ou à incidents politiques. Pétanqui de Dutakan avec Sidiri Bakaba, qui a été un film référent, et jusqu'à présent, qui touchait au fait que certaines élites détournaient massivement les deniers publics et faisaient chuter. Ça a été laissé, il n'y a pas eu de censure sur Fouad-Boigny, et ça passait sur les antennes de la RTI, Adjé Daniel et Diallo Tikoyi Vincent qui proposaient des pièces de théâtre, mais qui touchaient la sensibilité politique. Il n'y avait pas de censure. Aujourd'hui, après au Fouad-Boigny, d'un régime à un autre, il y a une orientation communicationnelle en utilisant les différentes voies de communication gouvernementales. Au point où on a une pensée exclusive qui est imposée aux Ivoiriens. Sous Fouad-Boigny, c'est vrai qu'il n'y avait pas une institution, des partis politiques institutionnalisés. Cependant, la pensée était ouverte et il acceptait la critique afin de pouvoir redresser certains torts. Oui, exactement. C'est ça la dimension de l'intelligence de l'homme. C'est ça. Et il disait quelque part, justement, quand vous parlez tout à l'heure de « il ne faut pas qu'on soit des enfants gâtés », il a dit justement, sa phrase célèbre, « le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Faisons en sorte que nous n'ayons jamais à le perdre, mais au contraire, à l'accroître sans cesse par le travail, dans la discipline, dans la solidarité et la fraternité. » C'est sûr. Voilà ce qu'il a dit. C'était vraiment son chemin de vie. À ceux qui traiteraient Houphouët de ceci ou de cela, moi je leur répondrais que Houphouët a mené le combat de son temps, selon, avec la situation qui prévalait, avec le contexte de son temps. Mais il a su bien mener son combat, au point où nous en sommes fiers aujourd'hui. Donc je crois que Houphouët, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il est au-dessus de la mêlée. Tout à fait. Houphouët, il est vraiment au-dessus de la mêlée. Et il n'y a pas mieux que de lui rendre ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire de le célébrer, de lui reconnaître ses valeurs-là. Et surtout de nous entendre. De nous entendre au travers, c'est-à-dire qu'on fasse le minimum pour nous entendre selon la vision qu'il avait pour nous les Ivoiriens. Voilà. Et il nous faut, parce que, comme il a dit si bien, on célèbre certaines personnalités d'ailleurs, mais ici, Houphouët, nous devons le considérer comme notre patrimoine commun national. Exactement. Houphouët, pour nous, c'est un fétiche qu'il faut vraiment, voilà. Merci. Oui. Comme tu adores ton fétiche. Ah oui. Comme les autres vont l'adorer. Absolument, absolument. J'ai une vision scientifique de Houphouët. Je ne tombe pas dans la liturgie, dans l'idolâtrie. Ça ne dessert strictement à rien, parce qu'il faut être lucide. Mais quand on a une image scientifique, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, comment, où et quand, et comment pouvoir traduire cela dans mon ordinaire, dans mon quotidien. Vous savez, quand on parle aujourd'hui, quand on voit la situation en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a l'impression que les problèmes que nous traversons sont tellement insurmontables qu'on n'arriverait pas à pouvoir transformer de manière qualitative la société ivoirienne et même la politique en Côte d'Ivoire. J'ai dit c'est faux. C'est juste un peu de courage à dialoguer. Or, quand on dialogue avec X ou Y lorsque je le considère étant mon égal. C'est cela. Avec Houphouët, prenons le cas de la prison d'Assebou ou de grandes personnalités aujourd'hui qui font la Côte d'Ivoire et qui ont fait les grandes familles de la Côte d'Ivoire, ils sont passés. Quand Houphouët, les maires de la prison d'Assebou, c'est comme le grand frère qui a envie de punir, de chicoter, de redresser. Mais il ne les bannit pas pour autant. Quand il les sort, il les restaure. Il les ramène. Et puis ces personnes-là, restaurées dans leur dignité, continuent à travailler. Avec dignité. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Houphouët-Boigny était obsédé par l'ordre. Oui. Il était obsédé par l'ordre. Il pouvait se permettre quelques injustices pour peu que l'ordre soit maintenu. Tout à fait. Parce qu'une injustice, ça peut se réparer. Oui. Mais un désordre, on peut ne plus jamais le rattraper. Ouais. Or, à la différence des autres États africains, où il comptait 2-3 ethnies, en Côte d'Ivoire, on avait 79. L'État de Côte d'Ivoire était fragile et il pouvait s'émietter. Il avait donc une obligation, une pression de maintenir l'intégrité nationale
et l'unité nationale. Et pour y arriver, il a travaillé sur le civisme, sur le sentiment d'appartenance nationale, et cela n'a pas tenu qu'à sa seule personne. C'est pour cela qu'on a vu les fêtes nationales tournantes. C'est ça, c'est le sens profond. Pour que chaque région de Côte d'Ivoire, chaque groupe ethnique puisse s'approprier la fête nationale, pour dire c'est aussi là la mienne. La première conséquence était que cela apportait le développement dans ces régions-là. Tout à fait. Quand on le fait à Odiéné, qui est chef-lieu de région, c'est toutes les petites villes autour qui vont en bénéficier. C'est d'abord la route qui va quitter les grands axes pour aller jusqu'à ces régions les plus reculées, afin que l'on puisse faciliter les échanges commerciaux. Parce qu'en réalité, lorsqu'on construit la route, même si c'est pour que les gens se mettent à défiler le 7 août, mais après ça, ce sont des camions, ce sont des voitures qui vont pouvoir circuler, les hommes, les personnes, les marchandises. Et Houphouët a compris cette démarche-là pour dire, voici un moyen par lequel je peux amener rapidement toute la Côte d'Ivoire à connaître un niveau de développement uniforme et acceptable. Et ça, c'est très intelligent de sa part. Vous comprenez? Et ça profitait énormément à certaines régions qui, si cette démarche n'avait pas été faite, jamais n'aurait connu un début de développement comme cela s'est fait. Et je voudrais pour l'instant pouvoir m'arrêter là pour pouvoir déjà saluer. Il savait que Abidjan allait être engorgé. Et donc, il fallait anticiper. Oui. Il fallait anticiper. Et l'institution des fêtes tournantes, des fêtes nationales tournantes, était un outil pour lui de faire face à cette zone qui allait effectivement. Donc, toujours la vision, toujours le visionnaire. Vous voyez un peu. Donc, Houphouët, il savait vraiment où il allait. Et cette démarche de faire tourner les fêtes nationales dans les différentes régions du pays a vraiment fait du bien à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, un peu partout, nous avons certaines infrastructures. Et nous vivons de ces infrastructures-là. C'est de son temps. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouveau. Nous ne vivons que sur les acquis de ce qu'il a fait avec sa méthode. Voilà. C'est dommage, je le dis, mais voilà, c'est ça, on vit de ça, de ces acquis-là. Et pourtant, on devait le fructifier. Voilà, pour que nous autres, on puisse en bénéficier. Tout à fait. À propos même de la question de la prévision, à contrer l'exode rural, qui a été un mal, qui a pourri la Côte d'Ivoire. Il savait bien sûr que l'attrait que présentait Abidjan aurait donc pour effet de créer une déferlante de ces jeunes gens et jeunes filles sur cette mégalopole qui ne serait pas forcément apprêtée à tous les recevoir. Parce que Abidjan engorgé aurait créé quoi? Le chômage, aurait créé la criminalité, aurait créé la paupérisation, la dégradation de la qualité de vie, toutes choses qui se refusaient à faire vivre aux Ivoiriens. Alors donc, lorsqu'on a ce programme-là décentralisé de développement, c'est pour pouvoir fixer ces populations, pour leur donner le minimum de développement qui leur permettrait de pouvoir vivre de manière aisée. Il va plus loin. Et il se dit, ça ne va pas forcément suffire, il faut créer un autre pôle d'attraction à la différence d'Abidjan. Et le second pôle d'attraction, il y avait Bouaké, c'est vrai, mais il fait de Yamoussoukro un pôle d'attraction spécifique, consacré à la politique et aux institutions politiques et administratives. Il faudrait que Yamoussoukro soit cette mégalopole qui forme et qui construit la pensée administrative et politique de Côte d'Ivoire, comme il y a New York et qu'il y a Washington DC. Il avait cette dimension, il était touché parce que son premier voyage aux États-Unis d'Amérique, reçu par John Fitzgerald Kennedy, l'a touché. Il était vraiment impressionné par le modèle de développement américain, quand il a eu entre-temps la formation française. Donc c'est cette mixité qu'il a tenté de pouvoir le faire. Mais la plus grande trahison, madame, c'est que quand, depuis 1983, une loi est prise pour faire de Yamoussoukro la capitale politique, dans les faits, dans les actes, on s'est succédé, l'on a promis et l'on n'a jamais fait quoi que ce soit. On reconnaît, il faut à justice reconnaître que M. Laurent Gbagbo, l'ancien président, a tenté de pouvoir, puisqu'il disait qu'il était plus oufouettiste que les autres. Mais par la suite, nous avons, par exemple, M. Ouattara qui avait promis, lors pour son premier mandat, de pouvoir s'installer à Yamoussoukro. On s'est dit, ça pourrait bien sûr aider à continuer l'œuvre d'Houphouët-Boigny, de sorte qu'à Yamoussoukro, on ait les députés qui y soient, à Yamoussoukro,
Yamoussoukro, le gouvernement puisse siéger, que les grandes écoles administratives comme l'ENA, l'EFA et autres puissent s'y retrouver, afin qu'il y ait un déplacement de la population, donc un désengorgement partiel d'Abidjan, ce qui aurait créé un boom économique au niveau immobilier, au niveau commercial, à la région de Yamoussoukro, qui est pile point au centre de la Côte d'Ivoire, et qui permettrait de compenser le déclin de Bouaké, de sorte à ce qu'on n'ait pas Abidjan engorgé et que le développement puisse partir à partir de Yamoussoukro jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Cela ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, tout est Abidjan. L'essentiel des investissements ou du budget d'investissement en Côte d'Ivoire, c'est sur Abidjan. C'est sur Abidjan qu'on fait tout. Mais c'est normal que Abidjan connaisse un taux de criminalité impressionnant. C'est normal que le chômage soit aussi énorme. C'est normal que les villes rurales soient vidées de leur substance humaine parce que les jeunes pensent toujours qu'à Abidjan, ils y trouveront le bonheur. Pire, Abidjan ne faisant plus rêver, on a encore des jeunes. La Côte d'Ivoire est devenue une plateforme d'immigration, tout simplement parce que on n'a pas continué l'œuvre de développement décentralisé avancé que Houphouët-Boigny avait déjà entamé. Oui. Oui, monsieur Ignoré. Effectivement, il y a un constat. Les Ivoiriens sortent du pays, mais pas par la voie légale, pas par la voie régulière. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont tentés par l'immigration, par les voies détournées. Mais en son temps, les Ivoiriens étaient fiers de rester chez eux. Parce qu'ils avaient ce minimum-là qui leur permettait de vivre décemment, d'avoir le minimum de vie sociale. Et donc, c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On l'a perdu. Et si le président Félix Houphouët-Boigny avait été là, je crois qu'il aurait été vraiment béni. Ah oui, ça c'est sûr. Il n'aurait même pas permis que ça arrive. Voilà, pour dire quoi? Pour dire que il s'est battu de toutes ses forces pour que les Ivoiriens soient toujours fiers. Aujourd'hui, très facilement, les Ivoiriens peuvent vous dire, bon voilà, moi je suis pas, bon, j'ai même pas envie d'être Ivoirien. C'est vrai. J'ai même pas envie d'être Ivoirien. Parce que tout ce que je vois me désole. Mais ce sont des propos qu'on ne pourrait même pas entendre en son temps. Non. Voilà, on se réclamait tous Ivoiriens, on voulait pas dans la dynamique d'ivoirité, mais je vais dire, le fait de se sentir en Côte d'Ivoire, de se sentir ivoirien, vraiment c'était vraiment une grande fierté. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien n'a plus cette fierté-là. Pourquoi? Parce que on est sorti des sillons tracés par le président. On est sorti de là, on est vraiment sorti détruit, et vraiment, il nous faut revenir sur les chemins qu'il a tracés pour nous. Les chemins sont là. Les chemins sont là, sont tout tracés. Il nous faut revenir sur ce chemin pour emprunter, voilà, pour reprendre notre marche, quoi. Oui. My radio.